bienvenue à cette présentation des résultats d'IBL, résultats annuels et dûment audités et approuvés par le conseil d'administration hier. Cette présentation sera suivie d'un exercice de questions et de réponses, je l'espère, et d'une collation certainement. Avant de céder la parole à Arnaud, je voudrais vous présenter le panel dont il vous présentera ces résultats. Donc un nouveau venu sur le stand, c'est Patrice Robert, qui remplace Yann Duchamp, à la direction des opérations, principalement les anciennes opérations de Island Light. Jean-Claude Degas, directeur des services financiers et du business développement. Deepak Chaman, CFO. Et enfin Arnaud Lavesse, CEO. Avant de passer la parole, je veux simplement vous dire que j'ai une contrainte personnelle. Je prends l'avion pas cet après-midi, mais en début de soirée, donc je vais m'éclipser avant la fin de la présentation. Je ne suis pas fâché, mais je suis du bon. Merci Yann. Écoutez, très heureux de vous avoir tous là, très nombreux, avec un bon mix entre les analystes, les journalistes et évidemment la grande équipe d'IBL, tantôt des personnes du siège que des opérations. Donc merci tous d'être présents ici. Alors ce lieu est assez en point d'histoire parce qu'effectivement pendant des années, on rappelle notre CFO tout de suite. Pendant des années, ce bâtiment a abrité le siège social de Island Light. Après que les bureaux sur le port aient brûlé, alors j'ai plus trop Doris va me dire l'année 88. Island Light a bougé ici, je pense. Vous étiez déjà ici. Et donc, entre-temps, a été construit le Codan et ces bâtiments abritent une partie des opérations d'Afrasia Bank, qui est, comme vous le savez, une des associés du groupe. Donc, on remercie d'abord Afrasia de nous permettre de tenir cette assemblée ici aujourd'hui et dans un cadre quand même magnifique. Alors, la présentation, comme à chaque fois, se tournera sur un côté un peu soft. On va expliquer un petit peu ce qu'on a fait durant l'année, qu'est-ce qui nous motive, quels sont les movers and shakers au niveau du head office, quels sont les nouveaux départements, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du human capital, la digitalisation, du M&A, etc. Et puis on passera donc aux chiffres consolidés que Deepak, s'il est là toujours, nous présentera. Et enfin, on passera donc sur les opérations et sur la partie investissement avec Patrice, Jean-Claude. Et je reprendrai pour la fin et une partie donc des investissements. Et comme le président l'a dit, on prendra avec plaisir les questions à la fin. Alors, toujours un petit rappel au niveau du périmètre. Et je voudrais au passage saluer l'équipe avec Deepak forcément, mais Dev, j'ai eu Dev là, et toute l'équipe de la comptabilité qui a juste bossé d'arrache-pied pour pouvoir consolider ce groupe en moins de 3 mois, puisque la consolidation de tout le groupe, donc d'à peu près un peu plus de 300 compagnies, s'est faite avec date effective au 24 septembre. Sachant qu'une semaine avant, le comité d'audit s'est réuni, les papiers ont été circulés, donc on parle à peu près de 2 mois et 10 jours pour consolider tout ce groupe, avec des normes comptables de plus en plus contraignantes. Donc félicitations à cette équipe. Nous avons aujourd'hui 9 compagnies sur la Stock Exchange, puisque Blue Life est venu se rajouter à la liste des sociétés affiliées au groupe suite à l'opération de recapitalisation et de rachat des minoritaires. Au niveau des clusters, pas grand-chose n'a bougé, si ce n'est qu'on a consolidé un petit peu de participation dans certaines opérations, on verra ça tout à l'heure. Mais on reste toujours avec donc, ces 9 clusters autour de l'agro, building engineering, commercial, hospitality, life, logistique, properties.
manufacturing processing et enfin financial services. Sans oublier un 10e cluster, on n'appelle pas vraiment cluster, mais qui est la partie CSR, qui est très important pour nous, avec la fondation, forcément, Small Step Partners, qui est notre plateforme de crowdfunding digital, et enfin la partie des cuisines solidaires. Donc voilà le périmètre du groupe, globalement, et vous le verrez certainement plus en détail dans le rapport annuel qui sera publié dans les prochaines semaines. Alors, on a toujours un nombre important de team members, plus de 25 000 aujourd'hui, et toujours plus de 12 000 actionnaires fidèles. On verra un petit peu les transactions qui sont passées sur l'année. Deepak vous montrera le plus bas, le plus haut, le nombre d'actions échangées en moyenne. Il n'y a pas beaucoup de float, c'est sûr, mais on a toujours un noyau d'actionnaires extrêmement fidèles, et je les remercie au passage, donc les analystes qui font beaucoup de travail pour permettre à ces petits porteurs d'être actionnaires chez IBL. Au niveau de la gouvernance, qui, je vous le rappelle encore et encore, est un des éléments clés de la réussite du groupe. Nous avons un board aujourd'hui toujours de 14 personnes, avec un nouveau venu, donc Jean-Claude Béga, que vous connaissez tous, et qui nous a rejoint donc, depuis le 1er août sur le conseil d'administration, en lieu et place de Yann Duchesne, qui nous a quittés donc le 31 juillet dernier. Toujours 4 indépendants avec des comités qui sont au niveau de la gouvernance présidés par Gilles Michel, au niveau du stratégique et investissement Pierre Guénan et l'audit de Sam. Et enfin, nous avons un sous-comité de rémunération, comme vous le savez, qui est présidé par un indépendant. Et l'ensemble donc de ces comités fonctionne de manière régulière, puisque je pense que le comité stratégique s'est réuni à peu près 7 fois sur l'année. Le comité d'audit, Diane Doris 5 fois, 4 fois, 5 fois. 5 fois. Et le comité de gouvernance, sans doute autant. Donc on utilise beaucoup ces sous-comités, ces comités, pardon, pas ces sous-comités, ces comités pour faire fonctionner le groupe. Et cette gouvernance que nous avons chez IBL est forcément dupliquée dans nos filiales et opérations, puisque nous avons également des conseils d'administration avec des indépendants, avec des comités, etc. etc. Donc c'est une des pierres angulaires du succès du groupe, à date en tout cas. Autre point important, c'est nos valeurs, notre vision et notre mission. sont toujours les mêmes, mais on a beaucoup travaillé cette année-ci sur nos valeurs, avec donc le people first, la passion, l'intégrité, l'excellence, la responsabilité, la créativité, qui sont donc les 6 valeurs sur lesquelles sont construits le socle du groupe, avec cette vision qui est également donc, Creating a Brighter Future for All. Donc on se base beaucoup dessus, c'est important que l'ensemble de nos employés, de nos collègues, soient imprégnés de cette vision et de ces valeurs pour pouvoir avancer. On reviendra tout à l'heure sur la partie People First, puisque une grosse partie de notre développement du Human Capital est forcément basée sur ce principe et sur cette valeur clé. Alors, au niveau de l'organigramme, excusez-moi, c'est un petit peu petit, mais juste pour vous dire que on a donc, avec l'arrivée donc de Thierry Labatte, qui s'excuse, qui n'est pas à Maurice, il y a une grosse partie des services du siège social, donc communication, human capital, IT, legal, comsec, qui passe donc sous lui. Thierry donc a aujourd'hui le temps et toute l'attention nécessaire pour s'assurer que l'ensemble de ces départements du siège fonctionnent au mieux et se mettent justement au service des opérations et des filiales. Donc c'est extrêmement important. Patrice a pour habitude de dire que si le téléphone ne sonne pas au siège, c'est pas une bonne nouvelle. Donc Thierry a pour mission de s'assurer que le téléphone sonne de façon régulière. Et puis nous sommes aussi renforcés au niveau de la partie stratégique initiative and excellence, avec tout un développement sur la digitalisation, on verra ça un peu plus tard. Et quelques fonctions clés également au niveau du risque
qui ont été mises en place, un audit externe avec notre collaborateur qui prend ses fonctions, je pense, le 1er octobre, c'est ça? Interne, oui, interne, le 1er octobre prochain, évidemment. On n'a pas encore internalisé l'audit externe. Ça viendra peut-être. Voilà un petit peu au niveau du périmètre, de l'organigramme du groupe. Alors, le groupe continue son développement international. Vous rappellerez que la stratégie qui vous avait été présentée dans ces grandes lignes et qui nous avait été faite avec l'aide du cabinet international McKinsey avait défini des secteurs d'activité qui auraient des vocations à se développer régionalement ou internationalement. Donc on continue sur cette lancée et le groupe aujourd'hui donc a des opérations dans un certain nombre de pays avec une focalisation sur donc la Tanzanie, le Kenya pardon, où nous avons maintenant un bureau régional et on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait un petit peu cette année-ci? La dernière fois qu'on s'était vu, c'était sans doute au mois de janvier, décembre, assemblée, je ne sais plus. Le temps passe vite. Beaucoup de travail a été fait. Beaucoup de travail a été fait par l'ensemble des équipes, que ce soit au siège, que ce soit les opérations, que ce soit les investissements. Donc, par ces 25 000 team members, ont juste fait un travail extraordinaire durant l'année. Alors forcément, on le fait justement en restant aligné sur notre stratégie. On n'est pas bloqué dedans, bien au contraire, mais on a une vision commune et on sait que cette stratégie doit nous amener à nous diversifier globalement, à prendre avantage de nos compétences quand elles peuvent être développées à l'international, l'expansion régionale et sans oublier donc l'activité core à l'île Maurice qui reste encore bread and butter comme on dit des résultats de IBL qu'on verra tout à l'heure. Alors au niveau donc de la création de valeur, c'est extrêmement important puisqu'on travaille pour ça, on travaille pour créer de la valeur. On ne dit pas comment on montrera tout à l'heure la croissance du cours sur l'année, je crois que c'est plus de 26% en total shareholders return, incluant le dividende. Et ça reste donc notre goal, donc la création de valeur. Tout en s'assurant évidemment qu'il y ait une intégration totale au niveau de nos équipes, afin que tout ça fasse un seul pour pouvoir développer le groupe. Alors le développer, mais aussi c'est le transformer. On s'est embarqué, comme vous le savez, sur une transformation digitale qui est en train d'avancer correctement. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Ce qui fait qu'il y a du change management qui s'applique au niveau donc de chacun d'entre nous. C'est pas toujours évident, mais c'est plus que nécessaire. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a voulu mettre en place un certain nombre de fonctions pour pouvoir asseoir certaines fonctions clés du groupe au niveau innovation, au niveau risque, évidemment. Sans oublier donc, le groupe Head dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau du risque, on a couplé ça avec l'éthique et le compliance, qui est important pour un groupe comme le nôtre, puisque les sujets sont multiples. Juste avant de venir, on avait une réunion avec l'équipe de risque sur l'évaluation des risques. Ils sont nombreux, forcément. On les sous-pèse, mais aujourd'hui, chaque développement est associé donc des risques qui sont présentés au conseil d'administration et sur lequel ces derniers doivent également se prononcer pour savoir si le risk-reward vaut la peine d'être pris. On a fait pas mal de changements dans le portefeuille cette année-ci. On a vendu Abax, comme vous le savez. Nous avions 50% d'Abax. C'était une société extrêmement bien tenue, avec un certain degré de maturité, et qui a attiré donc un acheteur international. Les négociations ont été assez rapides, et nous avons pu donc sortir un multiple intéressant, et permettre donc de réinvestir ce cash dans d'autres opérations au niveau du groupe, et surtout de faire deux choses. C'est d'une part de dérisquer
le Global Business Sector, puisqu'aujourd'hui nous n'avons qu'une seule activité qui est DDoS, et forcément se focaliser sur DDoS et s'assurer qu'on puisse l'emmener là où on souhaite l'emmener. Nous avons pris une participation supplémentaire dans Lux à travers 2 opérations. La première est le rachat d'à peu près 10% provenant d'un actionnaire qui était la MCB, principalement la MCB. Et puis nous avons déclenché un voluntary takeover sur la différence, ce qui nous a amené donc à détenir aujourd'hui à peu près 56% de Lux. Nous avons pris une participation dans Blue Life, encore une fois à travers un exercice de recapitalisation, ce qui nous a permis de passer de à peu près 8,5% à 30 et quelques, et au-delà de ça, donc, de déclencher une offre publique mandatory offer sur la différence, qui nous a amené aux alentours de 49% de Blue Life. Blue Life vient compléter le pôle immobilier, on en parlera tout à l'heure. On a vendu Melco. Alors Melco, c'est le Credit Buy, le leasing. C'est une société qui faisait partie du portefeuille actif stratégique, et nous avons pensé que c'était opportun de la céder. L'opération a été conclue le 31 août dernier. C'est ça. Et enfin, nous nous sommes positionnés dans le retail en reprenant la société des magasins populaires, compagnie magasins populaires, donc, qui est l'enseigne Monoprix à l'île Maurice. Et suite au problème du ShopRite de Trianon, où il y a eu un incendie et un décès, les propriétaires ont décidé de changer d'opérateur, et donc nous ouvrirons d'ici la fin de l'année notre Winners Hyper. Jean-Michel, quand est-ce que tu penses ouvrir ? 22 novembre, on se date. 22 novembre. Donc rendez-vous pour les fêtes de Noël et le shopping de Noël à Trianon chez Winners. Donc on vous a mis un petit peu les principales activités qui ont quand même une influence importante, mais vous verrez qu'on fait beaucoup plus que ça avec un certain nombre d'autres opérations. On en parlera légèrement des high level au niveau du M&A tout à l'heure. Alors je vous parlais au début du nœud de valeur, le people first. Et il est évident que ça reste vraiment extrêmement important pour nous. Alors, on a fait beaucoup de choses cette année-ci. Vous voyez là des collaboratrices qui ne sont pas simplement heureuses pour la photo, mais qui le sont totalement. On verra aussi un sondage tout à l'heure qu'on a fait. Je crois que c'est important. Et on est en train de développer cette stratégie de Human Capital. Hubert Gaspard, Hubert qui est là, pourra en parler un peu plus off tout à l'heure si vous le souhaitez. Avec l'objectif évident, c'est d'attirer, retenir et s'assurer de l'évolution de nos meilleurs talents. On est convaincu que le succès ne peut pas se faire sans ces ressources humaines qui sont juste capitales. Et c'est une denrée qui est rare à l'île Maurice. On est sur un territoire qui est petit, il y a de la compétition, et donc il faut qu'on soit juste extrêmement attirant pour pouvoir s'assurer donc des meilleures ressources chez nous. Alors cette année-ci, on a travaillé sur plusieurs choses. On a fait un gros travail de internal job grading avec Korn Ferry Hay Group, qui a permis donc de grader et de mettre en place le Long Term Incentive Plan et un New Performance Management System, où on définit donc des KPIs qui sont extrêmement précis et qui permettent d'être mesurés et de s'assurer donc de la bonne performance de chaque collaborateur. Beaucoup de training avec plus de 120 000 heures au niveau du groupe et pas moins de 1800, donc à peu près un tiers de nos team members qui ont suivi une formation d'une manière ou d'une autre. Ce matin, l'équipe du Human Capital lançait le LEAP programme avec 25 exécutives. Donc nous sommes tout le temps en formation et à la recherche donc, du meilleur plan de développement pour nos collaborateurs. Ben voilà, parler du LEAP ici.
Alors on s'est dit, ok, c'est très joli de vouloir être un employeur de choix, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on doit aller? Alors on s'est attaché donc les services de Great Place to Work, et Great Place to Work nous a audité. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, il y a surtout de belles opportunités qui se dégagent. La chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a a strong sense of pride about working for IBM. C'est déjà une bonne chose d'être heureux, d'être fier de l'employeur. On sait aussi qu'on a de belles opportunités en formation et en développement et que nous sommes en mesure de retenir du staff. Donc on a des taux de turnover qui sont assez bas et c'est une bonne chose également. Mais comme je vous le disais, il y a aussi des sujets d'amélioration, des gisements d'amélioration. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas forcément penser qu'on est les meilleurs, etc., etc. Alors, 64% de nos team members au niveau du groupe pensent que IBL est un endroit intéressant à travailler. Alors, vous me direz 64%, ça laisse quand même 36% dehors, certes, mais au niveau de la statistique, vous verrez, je vais aller assez vite dessus. Oups, pardon, j'étais trop vite. Excusez-moi, mauvais ticket. Oups. On sait qu'il y a le benchmarking pour être great place to work est à 70%. Donc on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Et le Human Capital et l'ensemble des opérations sont très conscients de ce qu'il faut faire pour y arriver. Alors on a eu des taux de réponse quand même importants, 93%. Et ça c'est au niveau du siège, donc taking everything into account, I would say that it's a great place to work, donc à 80%. Ça dit ce que ça veut dire, mais ce sont des benchmarks qu'on a aujourd'hui. Et l'idée, c'est de le faire évoluer et d'arriver forcément au-dessus de la barre des 70% au prochain marquage qu'on fera dans un an, dans deux ans. Alors, au niveau du Mergers and Acquisition Team, il faut savoir aujourd'hui que c'est une équipe qui travaille beaucoup. Hubert est là avec certains collaborateurs. Merci Hubert. Merci. C'est une équipe qui est centrale au développement du groupe, puisque les deals sont sourcés, ils peuvent sourcer également les deals, mais tout ça est ramené et vraiment en collaboration étroite entre les opérations, les investissements et le siège. Donc le M&A travaille pour analyser ces deals. Donc en 2 ans, l'équipe a bossé sur 87 projets, deals potentiels. 59 ont été analysés durant l'année 2017-2018, ça peut près 2 par mois, plus que 2 par mois, pardon, 59, 60, ça fait combien? Hein? À peu près 1 par semaine, voilà. Sachant que la semaine fait 7 jours pour l'équipe de la année, donc ça va. Et 19 ont été présentés, complétés, validés par les divers organes, que ce soit au niveau du siège ou au niveau des opérations ou des investissements. Donc il y a vraiment une grosse activité d'M&A qui est structurée et qui travaille donc avec les autres départements, que ce soit la direction financière, le légal est très impliqué, forcément la communication, les ressources humaines, et tout ça permet de faire croître le groupe avec de belles opportunités d'acquisition ou de cession. Melco en est une. Il faut savoir aussi vendre à max quand le prix est bon, quand on veut dérisquer, c'est important de pouvoir céder une opération également. Alors, le risk management, on en parlait tout à l'heure, est une nouvelle fonction chez nous. Un petit peu comme M. Jourdain, on en a toujours fait la prose et le risque management, mais je ne savais pas que c'est M. Jourdain. Je vous raconterai tout à l'heure. On n'a pas le temps, le chairman est pressé.
Mais donc aujourd'hui on a un vrai département qui est head par Olivier Descotter et qui nous permet donc d'analyser les risques, de s'assurer de notre compliance et également d'avoir l'éthique comme une des valeurs clés du groupe. Évidemment que tout projet, toute entreprise, il y a des risques associés. Mais on dirait qu'on weigh ces risques-là aujourd'hui et qu'on se dit est-ce qu'il vaut mieux investir et y aller que de regarder uniquement les risques. L'important c'est qu'on flague les risques et qu'on y aille avec les risk mitigators en tête. Transformation digitale. On en parlait déjà l'année dernière. Nous avons travaillé avec un cabinet français, Faber Novel, qui nous a qui a initié le groupe, plus de 400 collaborateurs dans un séminaire en novembre ou octobre ou novembre l'année dernière sur la nécessité de cette transformation digitale, qui est juste pas un effet de mode, mais une vraie réalité mondiale. Suite à ce séminaire, nous sommes appuyés sur un autre cabinet français, Wavestone, et nous avons aujourd'hui un vrai plan, une vraie roadmap qui est en train d'être déroulée. Alors, cette roadmap, elle sert à quoi? Elle sert donc au niveau de continuer à positionner le groupe comme un groupe leader là où elle se trouve. Ça c'est un risque. Ça va? Donc de continuer à positionner le groupe comme un leader, donc en étant en avant de la bouée de cette transformation digitale nécessaire et qui déferle partout. C'est de développer cette cohésion autour d'un vrai programme pour nos employés, nos équipes. Je vous parlais du change management tout à l'heure, il est essentiel et fera sans doute la différence des compagnies qui réussissent la transformation ou pas. Et on veut forcément être partie prenante de ces compagnies qui gagnent. Et enfin, évidemment que le but ultime, c'est quand même l'amélioration de notre bottom line, mais également de notre environnement et de notre qualité de travail. Alors, on a fait une audit donc, de tout le groupe et on a identifié 466 initiatives. Alors, le chiffre peut faire très peur à ce stade-ci. De ces 466 initiatives, on en a gardé 139 qui sont, on le pense, vraiment indispensables. On parle de tout le groupe, hein, donc il ne faut pas non plus paniquer. Et enfin, d'une trentaine sur lesquelles nous travaillons tout de suite et qui seront, déployés dans Delphine, à peu près 6 ou 7 opérations, et à peu près, c'est ça. 7 opérations, et qui, au sortir donc de ces projets, pourront nous permettre de claim qu'on a réussi, en tout cas, cette première phase de transformation digitale. Et on a un très bel exemple, Patrice en parlera tout à l'heure, sur Espace Liaison, qui est assez avancé dans son processus de digitalisation de cette opération. L'expansion régionale. Alors, là aussi, on en a toujours fait, avec des fortunes diverses, Gabon, l'Ouganda, Tanzanie, le Zimbabwe, Madagascar, l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, etc., etc. On a réussi, on a beaucoup échoué. C'est comme ça. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être adopter une approche différente. Et on a décidé d'avoir donc un bureau régional maintenant, basé à Nairobi, qui est head par Joss Patton. Et ce bureau a pour mission donc de sourcer et de screener un certain nombre de deals. Forcément, il travaille main dans la main avec les opérations et avec le M&A, mais c'est un petit peu le premier screening et qui nous empêche, on l'espère, de nous emballer trop vite sur les opportunités qui sont peut-être pas de vraies opportunités, de faire mieux connaissance avec le contexte régional, les partenaires, etc., avant de mobiliser les équipes ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas échouer non plus
au sortir de certains deals qu'on aura fait, mais en tout cas on a mis en place un processus qui a été validé par le comité stratégique et le conseil d'administration, et ce processus permet de screener et de travailler en amont un certain nombre de deals, comme je le disais, dans un clear model, un strategic framework qui nous guide aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas dans cette grille-là, on hésitera à pousser plus loin le projet. Alors, forcément qu'il y a certains métiers qui sont plus aptes à se régionaliser que d'autres. McKinsey nous avait aidé sur cette réflexion. Ceci étant dit, le cadre n'est pas totalement fermé et on peut évoluer dans une marge de manœuvre plus ou moins large aujourd'hui. Sustainability. Extrêmement important. On a là aussi ramené au niveau au siège donc une compétence, Marie-Laurence, que j'ai pas vu Marie-Laurence ici, qui est là et qui permet d'avoir une attention particulière sur tout le développement sustainable du groupe. Alors, il y a la partie fondation, on y viendra tout à l'heure, qui s'est focalisée beaucoup plus sur le corporate and social responsibility du groupe. Et sur la partie Sustainable Development, c'est donc s'assurer que le développement qu'on est en train de faire soit dans la droite ligne de cette économie circulaire et ce blue or green economy, peu importe comment on veut l'appeler. On a le retravail d'assessment qui a été fait au niveau du groupe. On a des policies qui ont été écrits. Et on a forcément des projets pilotes et notre rapport est un rapport intégré également cette année-ci, donc qui vient démontrer notre application dans ce domaine. Et enfin, on s'est associé ou attaché plutôt les services du Dr Gunther Kohli, qui est un petit peu le pape de l'économie circulaire, qui travaille donc en main dans la main avec Jean-Luc Willin ici, pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser les wastes que nous avons dans diverses entreprises du groupe et les faire recirculer et créer donc des cash flows additionnels tout en minimisant l'impact environnemental. Alors une petite vidéo. Je m'appelle Gunther Kohli. Je suis de cœur un entrepreneur qui souhaite contribuer à une transformation de ce monde. Et alors pour le faire, je démarre avec ce qui est localement disponible. Et mon but, c'est de créer des plus-values qui nous permettent de répondre aux besoins de tout le monde. Un petit bout de Gunther Kohli qui a fait sa deuxième visite et qui nous accompagne sur un certain nombre de projets que nous avons et qu'on aura l'occasion de développer plus en avant dans un prochain forum. Le CSR. Alors le CSR, comme vous le savez, est channel à travers principalement la fondation. Joseph Largesse avec Martine qui est là. Nous travaillons de concert avec les autres fondations du groupe, comme Aphrasia, comme Helping Hand Foundation, Small Step Matters. Je vous encourage vraiment, c'est notre plateforme de crowdfunding sur lequel vous pouvez rentrer, faire des donations et qui est assez novateur puisque c'est la seule plateforme de crowdfunding de la région et qui, en plus de ça, est adossée à cette cause qui est la lutte contre la pauvreté. Alors, je dois vous dire que le contexte dans lequel nous évoluons est extrêmement compliqué, puisque à date, il y a 50% de nos revenus CSR qui repartent au MRE et qui vont donc au National CSR Fund, et à partir de l'année prochaine, c'est 75% de nos fonds qui iront là-bas. Alors, on est extrêmement créatif pour pouvoir trouver des fonds. Forcément, une partie de ces fonds, à travers la MRA et le NCSR, vont nous retourner, mais le taux de déperdition est quand même relativement important au passage. Alors, la fondation plus particulièrement, cette année-ci, c'est donc 18 projets.
C'est 300 bénéficiaires directs, dont 75 enfants, 180 familles, des programmes à long terme, 4 sur lesquels on est engagé. Et on fait de plus en plus de partenariats maintenant avec des organisations internationales, et notamment américaines. Et on continue à soutenir autant que possible les ONG. C'est pas toujours évident, puisque forcément nos budgets diminuent. Et ces ONG étant susceptibles de faire appel directement au NCSR Fund, nous réduisons donc la voilure vis-à-vis d'eux pour pouvoir mettre les fonds directement dans les programmes que nous soutenons directement. Alors voilà un petit peu donc la justice sociale, la dignité humaine, le développement des jeunes et l'éducation. Restent toujours nos combats. Et le développement communautaire, sur lequel nous agissons à voie marchand et chemin rail principalement. Écoutez, voilà pour la partie soft du groupe. Et je vais maintenant passer la parole à Deepak. Si. Ça va? Yep, perfect. Okay. Pour les results. Shift English, probably. Bon, c'est bon, je vais essayer de parler en français comme Yann m'a poussé hier au board de faire la présentation en français, donc je vais essayer en français. Okay? Alors, je vais passer sur à peu près une demi-douzaine de slides pour vous donner un aperçu du groupe, des résultats du groupe avant. Et après, je passerai la parole à Jean-Claude et Patrice qui vont vous passer sur les résultats des clusters qui tombent sous eux et après aussi. Okay? Alors, tout d'abord, chiffre d'affaires, 33,7 milliards qui monte à 37 milliards, 37,1 milliards en 2018, donc une croissance de 10% en 2018. Le operating profit tombe par 15% et je vous expliquerai pourquoi. Le profit before tax augmente par 15%. Les total assets du groupe montent par 12% suite aux acquisitions dont Arnaud vous a parlé, Monoprix et Blue Life qui rentrent dans le groupe maintenant, et bien sûr la croissance organique. Le groupe Gearing a augmenté par 4% parce qu'avec ces acquisitions, on a dû emprunter un petit peu plus d'argent et aussi avec les initiatives stratégiques dans les filiales. Et donc, après tout ça, total equity du groupe a augmenté par 6%. Côté share price, donc au début de l'année financière, c'est-à-dire le 3 juillet 2017, l'action était à 40 roupies et ça a augmenté à 49,50 je crois à la fin de l'année et dernier prix 49,20 je crois aujourd'hui. En termes de total shareholder value creation, donc une appréciation durant le cours des 12 mois entre le 1er juillet de l'année dernière et le 30 juin, une augmentation du prix de l'action par 9,75 roupies et les actionnaires ont reçu un dividende de 73 sous par action. Donc, total return of 10,48 rupees qui représente 26% pour les 12 mois. Le tableau sur la droite vous montre un petit peu les volumes de trading, donc 83 millions de shares, 0,6% du total qui ont été tradés durant le cours de l'année. Average daily 18 000. Highest volume traded on any specific day, c'est 337 000 shares. Et après, the highest and lowest price during the course of the year. Okay, donc 26,1% de shareholder return sur les 12 mois. Le portefeuille des investissements que IBL Limited a dans ses filiales a augmenté de 25,5 milliards à 28,3 milliards au total. Okay? Mais dans ceci, il y a un petit peu de rebalancement, je ne sais pas si ça se dit,
Donc vous allez voir que Financial Services est descendu de 23% à 18%, ça c'est suite à la vente de Abax, c'est normal. Après, Hospitality a augmenté parce qu'on a augmenté notre actionnariat dans Lux. Vous allez voir aussi, c'est moi ça? Vous allez voir aussi une augmentation dans le cluster property, ça c'est suite au rachat des actions de Blue Life qui rentrent maintenant dans le périmètre des filiales d'IBM. Okay, c'est un petit peu un rebalancement où on investit dans des secteurs où on voit un futur avec des gros potentiels, des grosses potentiels de higher shareholder returns. Un tableau sur le chiffre d'affaires du groupe, donc qui a augmenté de 33,7 milliards à 37,1 milliards. Et vous voyez un petit peu dans les colonnes sur ce waterfall chart que les chiffres d'affaires ont généralement augmenté dans tous les secteurs. Okay? UBP Contracting, CNOI l'année dernière, cette année est une année normale. Okay? Ils ont des contrats que je considérais normaux avec la majorité de leur activité dans le repairs and maintenance et le trading. L'année dernière, il y avait des gros projets de construction de bateaux, mais ça c'est, comment dirais-je, je ne sais pas si le mot volatile est approprié, mais c'est un peu des one-offs. Hein. De temps en temps, on a des contrats de construction et il y a des années où on a moins de construction. Et vous voyez aussi Phoenix Pick and Buy, Monoprix, Vanactive. Bon, Monoprix rentre dans le périmètre du groupe cette année. Vanactive a augmenté. Phoenix Beverages sous le cluster Manufacturing and Processing. Phoenix Beverages a une bonne croissance avec l'inclusion de Helena à La Réunion. Et par contre, le seafood, et Patrice vous en parlera un petit peu plus tard, le seafood a eu une baisse pour divers raisons, mais je lui laisserai parler en plus de détails. Je saute tout de suite sur la ligne Profit After Tax, et vous voyez sur le carré un peu shaded en gris, qui a des gros non-recurring items qui sont reported sous la ligne, quand vous voyez le P&L du groupe, Other Gains and Losses. Suite à la vente d'Abax et le rachat de Blue Life et quelques impairments, etc. qu'on a fait durant le cours de l'année, on a Other Gains and Losses de 935 millions et Discontinued Operations, la ligne en orange, là, négatif 32 millions, ça représente les chiffres de Melco pour l'année. Okay. Maintenant, venons sur les colonnes sur à gauche, Operating Profit et Results from Associates, vous voyez des chiffres négatifs. Je commence par les résultats des associés. Il y a eu une baisse de la profitabilité sur Alteo et Princess Tuna principalement. Et encore une fois, Patrice et Arnaud parlent un petit peu. Et une baisse en agrégé pour Operating Profit. Et donc, je vais sauter sur un slide qui vous démontre un petit peu ce qui se passe sur cette ligne de Operating Profit. Même dans Operating Profit, il y a pas mal de ce que je pourrais dire des non-recurring items ou des items qui sont des one-offs. Donc, alors je commence par la gauche. Non-recurring shipbuilding in 2017, c'est-à-dire l'année dernière, il y avait des gros chantiers de construction de bateaux qui ne sont pas répétés. Okay? Forcément dans les mêmes volumes. L'année dernière, le groupe Lux avait vendu l'hôtel Tamasa et avait généré un profit de 195 millions qui avait été déclaré comme un one-off within operating profit. Okay? Ils n'ont rien vendu ces années et donc cette ligne-là n'existe pas. Ce sont des profits, disons, normalisés. Il y avait aussi le restructuring du portefeuille de The Bee l'année dernière, où ils ont vendu pas mal d'actions qu'ils ont et ils ont généré des profits à peu près 99 millions. Et cette année, on a eu un peu de coûts qu'on a encourus pour faire une restructuration du pôle Health Active. Et donc, prenons tout ça en considération, qui sont des non-recurring items,
reported within operating profit et non pas sur other gains and losses, ou jadis connus comme exceptional items, vous voyez que si j'avais fait, disons, un subtotal en retirant tous ces chiffres-là, que en fait le chiffre operating profit entre l'année dernière et cette année normalisé a eu une petite croissance. Okay? Voilà. Un slide sur cash flow. Bon, voilà, on avait cash and cash equivalent de 3,6 milliards négatifs, c'est-à-dire des overdraft ou loan facilities au début de l'année dernière. Et on a fini avec 1,2 milliard négatif. Et tout ça, la plupart générés à travers les operating profits. Et voilà, ça ce sont les slides du groupe, un peu passés en revue rapidement. Maintenant je passe la parole à Jean-Claude qui va vous parler de Financial Services. Jean-Claude, oui, merci Deepak. Donc, comme Deepak vient de vous le dire, je vais vous parler des services financiers. Donc, non, comment on fait? En haut? Pardon, excusez-moi. Donc, au niveau des services financiers, au 30 juin de cette année-ci, nous avions un portefeuille à Fraser Bank qui a une filiale qui travaille dans le Wealth Management. Nous avions toujours Mauritian Eagle Leasing qui a été vendu en août 2018, 31 août, effective date. Assurance avec Mauritian Eagle Insurance, City Brokers et LGO Re avec Confido Holding. Le Global Business, nous n'avions que Didos, puisque Abax a été vendu le 31 mars 2018. Le stockbroking, toujours LCF Securities, dont on a augmenté la participation pendant l'année de 25% à 60%. Et ensuite, toujours le B Equity Partners, que nous détenons à 34,95%. Au niveau des chiffres, donc vous voyez, c'est plutôt égal au niveau du chiffre d'affaires et un peu moins inférieur au niveau du profit. La raison à ça, c'est qu'au niveau de DITOS, nous avons été affectés par les taux de change dollar-roupie. Le business est principalement en dollars. Nous avons, en termes de chiffre d'affaires, réalisé un chiffre d'affaires en dollars légèrement supérieur à celui de l'année dernière. Mais malheureusement, traduit en roupies, c'est inférieur. Et c'est surtout au niveau du profit également que ça nous a affecté forcément. Okay? Sinon, au niveau de Mauritian Eagle Insurance, nous avons fait une année, un chiffre d'affaires plus ou moins égal à celui de l'année dernière et un profit légèrement supérieur, considéré. Au niveau de B, et comme Deepak vous a expliqué tout à l'heure, nous avons réalisé un chiffre d'affaires plus ou moins égal à l'année précédente. Mais l'année dernière, nous avions des profits exceptionnels sur la vente d'investissement, que nous n'avons pas eu cette année-ci dans la même ampleur. Nous avons aussi réalisé ces investissements profits, mais l'impact est négatif sur les profits comparé à l'année dernière. Pardon, excusez-moi. Donc, nous avons aussi en portefeuille des compagnies qui sont associées. Okay? Et là, nous avons principalement Abax. Nous avions principalement Abax, mais Abax a été vendu pendant l'année. Donc, vous voyez ici à droite, les chiffres d'Abax. Donc, l'année dernière, nous avions une année complète de part de profit provenant d'Abax. Cette année-ci, nous avons une année incomplète, ça s'arrête le 31 mars. Et il y a beaucoup de profits qui sont réalisés sur les trois derniers mois, puisque c'est les mois où on fait beaucoup de facturation sur le secteur offshore. Okay. Par contre, au niveau des activités qui continuent, Fraser Bank a fait, au niveau des profits, chiffre d'affaires et résultats des opérations, de bien meilleurs résultats cette année-ci. Mais au niveau des profits avant taxe, c'est plus ou moins égal par rapport à l'année dernière. La raison à ça, c'est que cette année-ci,
la Fraser Bank a passé en impairment, un montant bien supérieur à celui de l'année dernière, quasiment le double. Okay. Ceci afin de ramener la valeur de ses livres, ses books, à un montant raisonnable, et ce dans le contexte du passage sous l'IFRS 9 à partir du 1er juillet 2018. Okay. Sinon, dans les autres opérations, vous verrez qu'on a progressé par rapport à l'année dernière. La raison principale à ça, c'est les meilleurs résultats de City Brokers et de LGOB, je pense. Voilà. Voilà, donc maintenant je passe la parole à Patrice pour prendre le commercial. Donc au niveau du secteur commercial, on va peut-être parcourir brièvement nos secteurs d'activité. Le commercial chez IBL, c'est Brand Active, donc tout ce qui est FMCG, Health Active et Med Active, tout ce qui est le secteur médical, et Winners et Intergraph. Donc vous verrez qu'on a une présence donc, au niveau du retail, que ce soit au niveau de Winners, on a parlé de Monoprix, dont nous venons de faire l'acquisition de 3 magasins. Une activité intéressante chez Winners, l'e-commerce. Jean-Michel et son équipe donc, ont lancé donc, cette activité d'e-commerce c'est un soft launch. Donc on pense qu'on va rapidement monter en puissance une fois le système bien mis en place. Donc ça se passe bien. Et donc la croissance au niveau du retail a été présente dans tous les secteurs d'activité du groupe IBL. Au niveau des chiffres, vous verrez un revenu en augmentation de 16%, un profit à la baisse. Le revenu principalement expliqué par d'abord tout ce qui est la croissance organique, provenant et de Winners et de Brand Active et de Health Active. Mais il y a évidemment, on prend maintenant en compte donc, le turnover de Monoprix qui est donc pris en considération ces chiffres. Au niveau des profits, vous verrez un profit un peu à la baisse. Là aussi, qui est expliqué par donc Monoprix qui initialement fait toujours des pertes, qui est en restructuration et les choses vont dans une bonne direction. Donc vous verrez l'année prochaine des résultats beaucoup plus intéressants par rapport à l'activité de Monoprix. Nous avons aussi en one-off pris certains coûts de restructuration dans le healthcare. Le healthcare, il faut savoir qu'il a été restructuré et mis sous l'équipe de Bétinier. On est en train donc de redynamiser l'équipe et donc c'est une activité en tout cas dans laquelle on croit et pour laquelle nous devrions voir une croissance importante dans le futur. Au niveau du manufacturing and processing, quand on parle de manufacturing and processing, c'est principalement nos activités de Phoenix Bev, ensuite du seafood et finalement une activité de viande que nous avons en Ouganda. Phoenix Bev a très bien performé, on verra les chiffres plus tard. Le seafood ça a été un petit peu plus difficile. Le seafood, on a Froid des Mascarins, donc, qui est l'activité d'entreposage de poissons, MBP qui elle valorise les coproduits de poissons, Nutrifish, une activité qu'on a démarrée sur le segment coproduits en France, et Aquatic Protein en Inde, et Princess Tuna, donc nous détenons 40,64% post-fusion de l'ex-Don des Mascarins et de Princess Tuna Mauritius. Au niveau des résultats donc, de ce segment, grosse croissance à la Réunion, je ne dis pas qu'on parlait tout à l'heure là, très bonne performance donc, sur le segment Réunion, au niveau des Dénins et des marques réunionnaises. Le seafood ça a été un petit peu plus difficile, vous avez dit avec beaucoup de couverture de presse par rapport aux quotas et aux problèmes associés aux quotas. C'est un problème qui est en train d'être réglé graduellement après de nombreuses discussions et réunions de travail avec l'Union européenne. Déjà, on voit le bénéfice de l'approvisionnement cette année-ci qui est beaucoup plus stable. Mais nous avons aussi une année assez difficile au niveau des prix de l'activité fish meal, des prix du matière première qui fluctuent. Il y a des très bonnes années, il y a de moins bonnes années. En général, ça reste une activité en tout cas
très profitable et génératrice de cash flow très intéressant. Freshcut en Ouganda, toujours difficile, une croissance compliquée au niveau du marché. On est en train de travailler avec l'équipe là-bas pour voir comment y remédier. Et généralement, donc, manufacturing and processing et un revenu et un profit à la hausse, donc bonne performance de ce segment pour l'année passée. Ensuite, on a donc le segment Building Engineering. Donc le segment Building Engineering, il y a trois segments distincts. Il y a d'abord tout ce qui est Manser Saxon et Engineering, qui est plus de l'ingénierie commerciale. Manser Saxon étant du contracting, donc deux métiers différents, mais rejoints sous un même pôle. On a ensuite UBP et l'activité donc de la CNOI, donc cale sèche, réparation et construction navale. Donc l'engineering et Manser Saxon, au niveau des résultats, Manser Saxon a eu une année un peu plus difficile, avec de gros projets, mais qui sont tous arrivés en même temps, notamment Lux, Saint-Géant. Le timing de ces projets, malheureusement, n'est pas tout à fait sous le contrôle des opérations. Ce sont des opportunités qu'il faut savoir saisir quand elles se présentent. Donc il y a eu une pression sur les marges sur ces projets. UBP a bien, la performance était bonne, le Sri Lanka reprend graduellement. Maurice stable, avec des opportunités intéressantes avec le métro léger qui s'annonce. Je dirais UBP, voilà, une performance stable, sachant qu'Espace Maison, comme Arnaud disait, a très bien fait. Et il y a un dynamisme et une croissance chez Espace Maison avec des initiatives de digitalisation qui sont vraiment bien enclenchées et donc très positives pour le résultat, pour le bottom line du BP. CNOI, bonne performance de Jean-Yves et son équipe. Trois segments d'activité à la CNOI, la réparation de bateaux, la construction navale et ensuite un segment de négoce. Donc les trois opérations ont bien tourné, on a eu une bonne année. On a construit donc un crevettier pour la société Austral Fisheries, une société australienne. On a aussi des constructions de skiff pour donc les flottes tonnières espagnoles et françaises. Une très bonne année, sachant qu'on a un pipeline un petit peu plus difficile au niveau de la construction. On est en train d'essayer de redynamiser pour l'année qui arrive. Et par rapport au groupe à l'engineering DBL, il y a aussi tout le segment d'ingénierie. On a eu dans l'équipe l'arrivée d'Emmanuel André, qui passe donc beaucoup de temps sur toutes nos activités d'ingénierie commerciale, notamment SCOMAT, CMH, etc. Il faut savoir qu'on est en train de redonner un boost à cette activité où on pense qu'il y a du potentiel, qu'on est en train d'aller chercher. Tout un plan chez SCOMAT autour de CAT, sous un programme CAT is back. On est vraiment en train de redynamiser SCOMAT et là je dois dire qu'il y a un très bon travail qui est en train d'être fait. On devrait voir les résultats de tout ça dans l'année qui arrive. Au niveau de la logistique, donc un cluster important chez nous, un cluster important parce qu'il est d'abord générateur de cash, mais un cluster important parce qu'il est le centre d'autres activités du groupe, notamment Winners, notamment Brand Active et Health Active. Donc la logistique, c'est un peu le poumon de tout ce cluster opérationnel. Donc les activités logistiques sont les mêmes, vous les connaissez, donc c'est du warehousing, du fret, de l'aviation, du shipping. Mais on est en train de mettre beaucoup, il y a beaucoup de hardware, mais on est en train de mettre beaucoup d'efforts sur le software. Vraiment, c'est le software qui va faire tourner cette activité logistique. Un gros travail de Danny et son équipe sur cette activité. Les résultats sont absolument au rendez-vous. Avec une petite baisse de profit liée à l'aviation, mais l'activité donc a une performance tout à fait raisonnable comme attendu.
Et comme je vous le disais, c'est une activité qu'on veut continuer à dynamiser, continuer à faire croître, que ce soit ici à Maurice ou en Afrique de l'Est. Donc il y a tout un plan qui est en train d'être mis en place pour le développement de ce secteur logistique. Je vais passer la main à Arnaud qui va continuer sur Merci, le Patrick. secteur. Oui, alors quelques secteurs additionnels. Donc le property, parce que vous parlez de la logistique qui est le poumon de l'activité commerciale du groupe, je dirais que le property est sans doute le cœur des activités, puisque sous le chapeau de BlueMage aujourd'hui, on retrouve la quasi-totalité du property de l'ex-Highland Light. Et forcément que pour se développer, on a besoin de warehouse, on a besoin de magasins, on a besoin de bureaux, etc., etc. Et tout ça est channel aujourd'hui à travers le fonds BlueMage, qui est une fully owned de IBL Limited. Bon, il y a le développement effectivement de cet immobilier, mais il y a aussi la gestion de notre portefeuille. C'est 16 winners, je pense, Robin. 16 winners qui sont détenus. On vient de finir le grand centre de warehousing logistique, c'est 5000 m², 5500 m² de bâtiments qui viennent d'être livrés à Richter et ainsi de suite. Donc il y a de la gestion, il y a du facility management, etc. Et on voit donc les taux d'occupation qui sont environ 95%. Attendez. Ça marche? Non? Vous m'entendez? Oui? Allô? Si vous m'entendez pas, vous dites. Donc on a les taux d'occupation qui sont intéressants. On a un portefeuille aujourd'hui qui est évalué à 3,2 milliards de roupies. Avec une répartition du retail 45%, industriel 21% et office space 30%. Et enfin, plus de 100 000 m² de gross letting area. Donc, ce qui donne un peu l'ampleur de cet immobilier sous-tendant le développement, voilà, ça revient, développement d'IBL. De l'autre côté, nous avons Blue Life, qui est une société que vous connaissez, une société dans laquelle on voit un potentiel important de développement, puisqu'il y a ce land bank d'Arzuri. Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'il y a, suite à l'acquisition, plus de 1,6 milliard de value land qui rentre au bilan du groupe. 1,6 milliard. Donc c'est intéressant, puisque aujourd'hui Blue Life est consolidé. Blue Life a ses challenges. Alors c'est challenge pourquoi? Parce que ce sont des cycles et qu'on vient de terminer, je veux dire, une phase importante du développement de Blue Life. Donc aujourd'hui, à travers un nouveau master plan qui a été mis en place, de nouvelles phases de développement sont à venir. Le potentiel est là. Il y a un projet de golf qui va donc permettre de unlock les terres non stratégiques, je veux dire, ou non prime. Mais ça demande un peu de temps, ça demande du working capital et nous sommes toujours focalisés sur la vente de deux non-core assets qui sont un de nos hôtels et le centre commercial de Circle Square qui devrait, je l'espère, être vendu d'ici les 6 à 12 prochains mois. Afin de permettre à Blue Life de continuer à se concentrer sur son développement core qui est Arzuri. L'idée évidemment entre BlueMage et Blue Life, c'est de développer les synergies. Une a des capacités de développement, l'autre a des capacités de management, asset management, hein, on s'entend. Donc de cross-fertilize ces deux métiers complémentaires. Voilà un peu les chiffres. C'est pas très important. Je vais passer du temps dessus. Au niveau du live, alors le live est un segment assez petit par rapport aux autres, puisque quand on parle du retail, c'est 6 ou 7 milliards de chiffre d'affaires, quand on parle de l'hôtellerie, c'est à peu près la même chose, quand on parle de l'engineering, c'est 8 ou 10 milliards, etc. Le live, on compte encore en centaines de millions. Donc c'est petit,
mais le développement est important et il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train d'être saisies à travers une restructuration qui a été mise en place. Alors, nous avons d'abord mis un patron, une patronne au niveau de IBL Life qui permet de centraliser l'ensemble de la réflexion stratégique. Nous sommes attachés les services d'un des meilleurs consultants mondiaux sur le secteur, une boîte autrichienne qui s'appelle Roland Berger, qui nous a accompagnés sur les 6 derniers mois sur la stratégie de développement du Live Cluster et qui nous a également accompagnés sur la revue d'activité de CIDP, ce qui nous a permis donc de racheter ou allons dire inciter, plutôt pas permis, inciter à racheter 10% additionnel du groupe CIDP et de revoir l'ensemble de sa structure managériale afin qu'elle puisse saisir les opportunités de développement qui se présentent. Quand il a continue son petit bonhomme de chemin avec une profitabilité qu'elle a depuis l'année dernière, et nous commençons donc à redresser la barre, puisque l'année dernière nous avons perdu en opération 88 millions, nous sommes à 40 cette année-ci, et on pense définitivement être au moins à l'équilibre, si ce n'est profitable, au 30 juin 2019. Au niveau des associés, alors, excusez-moi, je retourne en arrière une seconde. Au niveau des associés, on a une compagnie qui contribue énormément au profit du groupe Live, qui est donc le Proximed, qui est du trading en petit équipement médical. Voilà un petit peu le Live Cluster, mais on pense qu'il y aura, suite à l'étude Roland Berger, suite à la stratégie qui a été présentée au conseil d'administration, des réelles ambitions de développement dans ce secteur. L'agro. Alors l'agro, il y a des bonnes nouvelles et il y a surtout des préoccupations. Alors au niveau des bonnes nouvelles, c'est la Tanzanie, où la production est toujours extrêmement intéressante, à plus de 105 000 tonnes de sucre prévues, à des prix de tonnes de sucre extrêmement intéressants, puisqu'on parle d'à peu près $850 net sortie usine, et donc une contribution à pas loin d'1 milliard de roupies au profit du groupe Alteo, donc extrêmement intéressant. La deuxième bonne nouvelle, c'est le Kenya. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'une boîte qui perd 400 millions, c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que nous avons touché le fond l'année dernière en termes de production. Nous avons fait 86 000 tonnes l'année d'avant, nous avons fait 40 000 tonnes à peu près cette année-ci, et on ne sera pas loin des 75-80 000 tonnes bac cette année-ci, mais avec un prix largement supérieur, sachant qu'au Kenya, en ce moment, pour des raisons diverses et explicables, nous touchons un peu plus de $1 000, à peu près $1 025 la tonne de sucre. À Maurice, nous sommes à 9 700 roupies avant subvention. Là-bas, on est à 35 000 roupies net. Alors, on estime pouvoir retrouver des couleurs assez rapidement. Une restructuration est quand même nécessaire. Mais moi, je vois le verre beaucoup plus à moitié plein au Kenya, même si l'année dernière, ça a été compliqué. Par contre, où c'est très difficile, c'est ici. C'est ici, le secteur, la filière cannière, pour moi, est sinistrée. La filière cannière, avec les mesures d'accompagnement, ne va pas, à mon avis, survivre très longtemps s'il n'y a pas des réformes en profondeur qui sont faites. Et les 2500 roupies que les petits planteurs vont toucher ou les 1700 roupies que les usiniers planteurs vont toucher ne vont pas permettre vraiment de s'assurer de la pérennité du secteur. Si on fait 325 000 tonnes pour le pays cette année-ci, ça sera un pis-aller. Au rythme où on va, on sera à moins de 300 000 tonnes l'année prochaine et sans doute à 250 000 tonnes l'année d'après. Donc ce qui remet en question, je veux dire, toute notre approche et toute notre réflexion, notamment au niveau de centrale thermique, puisque comme vous le savez, Alteo a un projet d'une centrale thermique de 2 fois 35 MW, une centrale cogénération, bagasse charbon, dont la partie biomasse, donc bagasse,
devrait représenter pas loin de 55 ou 60% du input pour les années à venir. Mais si on produit à Maurice 300 000 tonnes de sucre, on peut bien imaginer que la disponibilité de la bagasse going forward sera moins de 55 ou 60% au profit du charbon. Donc est-ce que c'est intéressant? On se pose la question, on est en négociation, en discussion avec les autorités dessus, mais ça reste un question mark. Alors, Alteo, par ailleurs, est extrêmement soucieuse de la distribution, la production plutôt, la distribution étant faite dans la CEV, pardon, la production d'énergie verte, et donc est en partenariat avec Quadrant pour les fermes photovoltaïques. La première entre en opération là, dans les prochaines semaines, à Beauchamp, Kewal-Naga, disons, pas loin de ça. Enfin à Beauchamp. Donc de 15 MW, ce qui est quand même, par rapport à nos centrales thermiques, qui sont aujourd'hui de 22 et 24 MW, c'est quand même une grosse capacité. Alors il y a des challenges sur le sucre. La bonne nouvelle, la troisième bonne nouvelle chez Alteo, c'est qu'elle a un foncier qui est important et un programme de développement immobilier qui enfin commence à payer. Après 10 ans, Anaïta fêtera ses 10 ans dans 15 jours. Et on voit aujourd'hui le cash remonter, les profits remonter et un programme qui a l'air d'avoir atteint une certaine maturité. C'est ongoing, forcément, mais c'est un relais de croissance intéressant par rapport à une filière cannière, sucre mauricien, qui, elle, peine à trouver une profitabilité. Alors, forcément, quand on voit les chiffres, on se dit c'est pas tellement dramatique. La filière canne, la production cannière mauricienne perd 350 millions. C'est compensé par les gains importants sur la vente de terrain, sur la promotion immobilière, sur la Tanzanie qui marche bien. Et ce qui permet donc de mitiger un petit peu les résultats et de sortir quelque part des résultats corrects pour le groupe Alteo cette année-ci. Et je crois que c'est le dernier cluster, Hospitality. Alors Lux, une boîte que vous connaissez bien, qui communique beaucoup. Lux a plein de projets, comme toujours. Lux ouvre son prochain hôtel à Palma, qui d'ailleurs est une propriété de groupe Blumage, sous le nouveau brand qui sera lancé, enfin c'est aujourd'hui connu, donc c'est Salt, qui est un nouveau brand qui va travailler donc en parallèle avec la marque Lux. Donc nous avons aujourd'hui trois brands, nous avons Lux, nous avons Salt et nous avons Tamasa. Donc sur ces trois brands va se développer la stratégie mondiale de l'hôtellerie pour le groupe Lux. Autre nouvelle aussi intéressante qui avait déjà été annoncée, c'est la distribution aux actionnaires de Lux de la société de management. Donc on split la partie Lux Hospitality qui a été renamed The Lux Collective. Et nous avons de l'autre côté Lux Island Resort qui reste la société détenant les murs et les opérations à l'île Maurice, à La Réunion et aux Maldives. Donc un clear separation avec un focus sur la partie asset management et opération pour Lux Island Resort et un focus sur la partie management, contract management pour la partie Lux Collective. Avec également des équipes renforcées, un siège social qui va bouger et plein de projets dans le pipeline. On a signé également un contrat pour un hôtel au sud de la France. Le concept sera lancé qui a été lancé à Londres hier et sera lancé à Paris jeudi. Et puis plein d'autres projets dans le pipe avec tout le dynamisme de cette équipe de Lux, de leadership de Paul que vous connaissez bien. Alors les résultats, un petit peu sous pression, mais principalement, comme Deepak l'a expliqué, à cause des résultats exceptionnels sur Tamasa l'année dernière,
une fermeture faite du Grand Gobe et une réouverture qui était un petit peu plus compliquée que prévu, mais un produit qui est totalement en décalage positif par rapport à l'offre hôtelière qu'on peut trouver à l'île Maurice à l'heure où on se parle. Alors écoutez, voilà un petit peu un snapshot fait de nos chiffres, de nos opérations, de ce qu'on a fait au siège social. Il faut aussi dire qu'on a beaucoup travaillé sur les plans quinquennaux. Ideal Life a son plan sur 5 ans, Alteo a son plan sur 5 ans, Bloomage a son plan sur 5 ans. On est en train de travailler pour Health Active, enfin pour le healthcare secteur, un plan sur 5 ans. On a Lux également à son plan. Bloomage, oui on a dit. Blue Life, je ne sais pas. Christine n'était pas là tout à l'heure. Oui. Master plan de revue, etc. Donc on a pour un nombre important de nos métiers des directions. Je crois que c'est bien important. On sait où on va, on sait où on veut aller. Alors, il y a des aléas, évidemment, que quand le prix de sucre tombe à 9700 roupies, forcément ça nous fait réagir. Mais on sait où on veut aller, cluster par cluster, avec une focalisation qui est juste, je dirais presque chirurgicale, métier par métier. On refusera que Paul Jones réfléchisse à la banque et que son Steve Bassine réfléchisse à l'hôtellerie. Chacun doit avoir un compte en banque et en vacances, mais les métiers sont bien spécifiques à chacun d'entre eux, avec la gouvernance qu'il se doit autour de tout ça. Alors, Way Forward. Way Forward, d'abord, c'est vous dire qu'en 2 ans, il y a énormément de choses qui ont été faites. Énormément de choses. On avait 2 sociétés, Germain Investissement d'un côté et Allen Blythe de l'autre côté, avec des cultures différentes, avec des business plans différents, avec des ambitions différentes, avec une gouvernance différente. Et en 2 ans, je pense sans trop me tromper, on a réussi quand même à aligner les intérêts de tout le monde. Forcément, c'est jamais parfait, forcément, il y a des ups and downs, forcément, il y a à redire. Mais je pense qu'il y a vraiment un alignement. Et ce corporate culture est en train de se mettre en place. Ça prendra encore 5 ans, ça prendra encore 10 ans. Il n'y a pas de problème, mais les graines ont été semées et on avance correctement avec tous les départements qui vont et qui regardent dans la même direction. Et ce qui nous permet effectivement de nous positionner pour cette croissance qu'on enclenche à marche forcée. On parlait du nombre de deals, crunch par le M&A. C'est juste possible qu'avec donc des visions qui sont alignées et un rythme qui est soutenu par tout le monde. Transformation du business model est non-stop, tout le temps. Maintenant, on vient mettre une dimension de digitalisation dessus, donc les gens disent « Ah mon Dieu !» Mais c'est comme ça. De toutes les façons, si on ne se transforme pas, on meurt, et on ne peut pas forcément être de cela, en tout cas être les dirigeants qui n'auront pas fait la transformation de ce beau groupe qui, comme le chairman le disait en introduction, nous a été quand même légué par les générations d'avant. Enfin, la réussite du groupe est sur un terme, c'est le team. Il y a un terme. C'est vraiment cette capacité à mettre ces 25 000 personnes ensemble, à les faire bosser, à les faire comprendre les enjeux, à les faire respecter les valeurs. Et ça, je crois que c'est bien important. Et au niveau d'IBL, en tout cas du groupe, on y travaille matin, midi et soir avec un objectif. Donc c'est de continuer le développement, c'est de réussir sur notre long-term goal en ayant un équilibre qu'on souhaiterait le plus parfait possible entre croissance et respect des individualités et des besoins de chacun. Donc voilà, merci pour votre attention, je n'ai pas été trop long.
Les questions pour mes collègues. Le chairman a préféré partir. Mais on prendra les questions avec plaisir. Et puis, on nous a dit qu'il y a une collation après. Voilà, merci. Moi, je souhaite comprendre un peu mieux le prix. Ça remonte la pente, comprendre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui ne marchait pas avant. Est-ce que placement, je ne sais pas, les produits, non. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, je vais peut-être passer la parole à Patrice ou à Jean-Michel. Je crois que Patrice, c'est OK, Jean-Michel. Bonjour à tous. Oui, enfin, une partie de la réponse est dans la question. Le nom aussi est un peu un liability, puisque Monoprix, depuis de nombreuses années qu'il existe, a ciblé un petit peu trop haut au niveau de la pyramide, ce qui fait qu'il n'a pas réussi à attirer le trafic nécessaire pour couvrir ses frais fixes. Donc c'est ce que nous avons fait, nous, depuis que nous avons repris. Nous sommes repositionnés au niveau des prix, au niveau de l'offre aux produits aussi, ce qui fait qu'on voit aujourd'hui dans les 3 magasins, certains plus, d'autres moins, une croissance significative de visiteurs, de clients, des croissances qui augmentent de 20 à 30%. Donc ça c'est la première chose, c'est créer du trafic, créer du volume, et nous avons aussi un panier moyen qui est en croissance. Donc voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent. Effectivement, ça remonte la pente. Les résultats l'ont montré, on perd toujours de l'argent, mais on perd moins, et la lumière est au bout du tunnel. Est-ce que tu veux parler un petit peu de la NDD? Je pense que c'est important. Il y a la NDD Monoprix, effectivement, qui a une certaine image, qui est très appréciée par une partie de la clientèle, mais qui reste quand même relativement chère. Et nous avons d'autres projets de NDD, pour d'autres marques encore, pour le groupe Winners, qui concerne plus Winners que Monoprix. Merci. Let's start with offshore global business. Obviously, you sold one of your involvements there. You explained the strategic reasons behind it, but nevertheless, it is an industry which is challenged, not only locally but globally, and it's an industry which is characterized by consolidation and probably a race for scale if we see what's happening in a global business. So you could have also taken obviously the other approach on trying to increase the scale of the business, which it seems you didn't. So what is the future of that cluster in the group, taking the view that we have too many management companies in Mauritius and that consolidation will continue? Second question on the bank. We've seen in the slides that, and if I understood Deepak correctly, that the growth was good on the top line, but that was more or less compensated by higher provisioning, so that overall the profits were not growing that much. I might have misunderstood that. But provisioning and non-performing loans is obviously a big topic in the recent months. So if we could get a bit more clarity on the NPL situation at the bank and the balance sheet strength, and putting that a bit into context for us. Thanks. Okay, thank you. Jean-Claude, So we start at the bank. Effectively, the profits have been flat this year because of additional provisioning. I would say that the provisioning level was about something like 500-600 million last year. It's been up to 1.1 billion this year. Okay, we take a view that this high provisioning this year is in fact exceptional. Okay, and we don't expect this to recur. We believe that next year there might be a prior adjustment while starting with IFRS 9. Okay, to adjust for getting into IFRS 9, and then we expect our normal provisioning level to come back next year. So therefore, coupled with growth in the business, we are very confident that next year will be a much better year than this year. if Rob, I don't know, Rob, if you want to add something. I can add to that. I mean, there's two things really that have happened. I mean, the first one is and Jean-Claude touched on it, is
IFRS 9 came along, so that's been a huge amount of work in the bank to address IFRS 9. So if you look at the 1.1 billion, around about 350 million of that is an exceptional item, which is purely related to IFRS 9 and the work that's been done with the auditors to make sure that our approach to IFRS 9 is the right approach, and I would say that if anything we've probably erred on the conservative side. The other side of the provision is really looking at the historical nature of the book, and we've again done a lot of work with the auditors, and we have, I think, to put it carefully, is with IFRS 9 taken a decision this year, because the top line income of the bank is very healthy. I mean, you've seen growth north of 30-35%, so fundamentally the top line is extremely strong. But we have taken a decision this year because of IFRS 9 and to coordinate everything around the provisions is to say, well look, the assets that we have not been able to recover since I think almost 2011, 2012, we've just had to take, at the end of the day, quite a hard decision to clean it up. So what was a position last year where we had an NPA book north of 10%, you will find post the write-off we'll have a net position of less than 5%. Now the critical thing around that is because we deal, our correspondent banks, the Citibank and Deutsche, it's really important to our correspondence banks that we show that we have the balance sheet and we have the shareholder strength to address these situations. So that's why we've taken that decision. Thank you, Rob. Thank you. Going back to global sector, yes, we think that there are some threats, okay, but also some opportunities. As I believe I mentioned last year, the fact that there are certain countries who are blacklisted by OECD means that there is opportunity for those countries who are not blacklisted and those destinations to get the business here. Okay. I also agree that there might be some consolidation in the sector. Okay. You might know that there's top 10 big ones and the rest is very small. Okay. So probably there will be consolidation, there will be acquisitions and mergers and acquisitions, probably. Ditos is today positioned as, I would say, number 4 management company on the market, so it's one of the big ones. In fact, today, after the sale of our top 3 competitors, Ditos is the biggest independent management company on this island. So therefore, in terms of rationalization, we are well positioned. Okay. So I will mention 5-year plans. We also made one for Ditos. Okay. And we are pushing on the development of Ditos big time. Now that we have clarified our strategy in this sector, so therefore we are pushing, and we are very confident that we will achieve expected results and quite important growth in the coming years. Other questions? Sorry, I would have one additional question, if I may, more on the group context. If I look at everything you shared with us today, it was obviously an eventful year with a lot of things happening across the group and overall a very strong shareholder return that you have delivered. Having said that, taking a step back and looking at the results, and I see a business which was focusing a lot on all strategic levels, mergers and acquisitions, CSR, digitalization, and so on and so on. But even if we adjust for the one-offs that Deepak shared with us on the operating profit side, operating profits were essentially flat. So one could get the impression, probably the wrong impression, that with all those focus on strategic matters, you probably didn't focus as much on operational efficiencies. So what can you share with us to tell me that this interpretation is wrong? And going forward, what initiatives are in the pipeline in order to ensure that we see operating profit on an underlying basis growing? Okay, very good analysis. Actually, yes, indeed,
we've seen some pressure on margin, on operating profits. I'm personally not very worried about it. And I'll come back to the reason why. I'm just telling you that after this merger, and because we are really two different animals, that was GML on one side, Allenblad on the other side, it was very important to take this step back and to make sure that we align of interest, that we speak going together one language, under one vision, same values, and that the whole strategic goal for the various clusters are aligned to the global strategy of IBL Limited. So yes, we took some time doing this, and probably one could link the fact that the operating profit are under pressure to the fact that we spend too much time on head office and not on operation. I'm not quite in alignment with you on that, because it's again two separate things. We've got in the organization, as you've seen, people who are focused on their businesses, a couple of CEOs around the table here, and a group head of operation, Jan before and Patrice now, who are the one making sure it's going to happen at operational level. So the fact that it was flat was also because we had huge restructuring costs involved in some of the clusters to make sure that we've changed the building blocks and that the foundations are better for the future. So this is going to help to make better growth in the future. We've got probably some dip, and we need to work on this in the sale of the shipyard of new boats. We're talking about this early this morning. Jean-Yves is here. We need to revisit our strategy in terms of tackling buildings part of a shipyard. When we acquired Monoprix, a brand, we knew that we were buying a loss-making activity. And we knew that it would take 2-3 years, at least 3 years, to get back to where we were in terms of profitability. So all those decisions have been taken to make sure that the future is going to be brighter. Now, we've got ups and downs that we can't predict, i.e. sugar, i.e. a crisis in hospitality, i.e. a problem with financial services, burst of the global business. So we can't predict that. But what we can say is that the drop in the operating profit this year are all analyzed, and as far as I'm concerned, I'm pretty confident that this is only a step to be able to grow steadily and better in the years to come. Patrice, if you want to add to that, I think there's been that seafood hit this year, which was substantial and linked to quotas issues that were the whole region got impacted. Madagascar, Seychelles, Mauritius. It's not just IBL. There's been a policy change, which was, to put it very clearly, wrongly implemented by the EU fleets. And we're having a number of discussions with the European Union. I was in Brussels a month ago to tackle the matter, and I think all that is now gradually getting back to normal. But that has been also we've taken a big hit through our JV with Princess Tuna. There's the whole chain that obviously got impacted. We had to shut down factories at the end of the year. And
And that clearly, Kugan now, who runs our seafood operation, is here. Clearly this year we don't expect that, and we are gradually getting back to normal. But that also has contributed quite heavily to the operating profit drop this year. Lucy, I can't share with you the budget presented to the board in May, or June, May. But we forecast obviously better results, all being equal, obviously. And I think one shouldn't link the fact that we spend a lot of time on strategy. Yes, we did, but all this is to really prepare and to have a roadmap for each and every activity, so we know exactly where we should go and what are the results. And I think the board of IBL is very mindful. When Jean-Michel came to us and said, guys, let's buy Monoprix, but by the way, it's 86 million per year losses. I said to Jean-Michel, yes, but it's going to affect our bottom line. Yes, but if we don't buy this 1 billion turnover activity with 3 strategic sites, someone else will buy it. And then, going forward, the margins are going to be much more under pressure. So the challenge is, let's buy Monoprix, make it happen, and recover some profitability going forward with a much bigger turnover, and the fact that competition is not allowed to come any more closer to us. I'd just like to add something, Oliver, in response to your question. I remember when we were doing the similar meeting in the last 2 years, we were talking of reported increase in profit of 27-29%, and then I brought that down, excluding all the one-offs, to bring it down to 14-15%, or that order of magnitude. Personally, I think the underlying business is still growing at about that pace. When I showed the chart, which kind of excluded certain very specific, distinguishable items, I could have added many more items in there. For example, the issue that Patrice talked about relating to fishing quotas and the impact it had on the entire seafood cluster. There's probably a year-on-year swing of north of 150 million rupees, so 100 to 180 million rupees when I take all the businesses together. Had I included that in there, I could have manufactured to say, okay, underlying businesses are showing 10 to 15% growth. But I didn't want to do that, because I said, okay, it's not a specific event, right, which was triggered by us, or a specific contract that we did. And that it's part of kind of normal business cycles. You occasionally face one-off difficulties, but it's part of the normal business cycle. But having said that, there are some businesses facing challenges on margins, right? I mean, logistics, for example, increases turnover every year, but the margins get squeezed every year because there's low barriers to entry, but that's relatively small. At the same time, the same business is increasing capacity quite rapidly with the new warehouses and so on. So yes, we are taking action to counteract the effect of kind of margin pressures where we can, and when we see a future uplift potential. So yes, my slide showed underlying roughly 2%, but really if you take some of these kind of economic cycle or specific market or specific industry related issues, I reckon the underlying is closer to between 10 and 15%. Also, we've decided, because we're changing auditors, Deloitte has been doing his fair share of time at IBL and GML, and we decided by rotation to go to EY. And we've seen on other board meetings whereby the change of auditors in with effective date this year already,
that they tighten some policies in terms of provisioning, etc., etc. So we've decided also to be a bit précautionneux, preventive. Yeah, prudent. Prudent, thank you, Deepak, prudent. And we put aside some provision to make sure that we are not going to be hit like Alteo is. I don't know if you've been looking at the Alteo condensed account. There's quite a fair amount of money restated last year because of tighter audit guidelines or some of them. That was very useful indeed. Maybe just one last follow-up question obviously on that. Now that you've convinced me at least that the future is brighter even than what we have seen and that the underlying growth is stronger than it might appear, the obvious question one would ask as a minority shareholder is, are you going to do something to let us participate in a bigger proportion in that success? If I recall, last year you put more or less the same question. We were in Codan. And at the time you said, if you do a transformational deal, maybe. Yeah. So we are not yet there. As we can see, the floating is quite low. 18,000 shares on an average trading per day is probably not very sexy to investors, but we don't see, as we speak, at least for the year to come, something bold which could create more opportunities to the shareholders, small shareholders. No, all shareholders are equal as far as I'm concerned. Obviously some have got a bigger share than others. But the growth of 26% of total shareholders' value created is obviously for everyone. So just stay with us, be patient, and pray for something big to happen. Well, it's nice to know that you're keen, and one thing we didn't talk about, which was a major event last year, we restructured the balance sheet, right? And if you recall, we wanted to issue 3 billion or 2.5 billion of bonds, and we had over 12.5 billion of potential subscriptions. So we ended up issuing 3 billion. And that's really testimony to the appetite that the market has. And now hearing what you're saying, so we're getting appetite from institutional investors as well. Yeah, and we still have a very low gearing. You see at the group level is 36%. At company we are at around about 30. I can't remember the exact number, but around about 30. 35, thank you, Dan. 25, thank you, Dan. So we've got some margin to leverage on our good friends, bankers, but we'll surely call upon the shareholders if something very bold would happen. You could do a convertible as a compromise. A what? A convertible bond converted into ordinary shares. We could. Noted. But we're holding these options close to our hearts. Any more questions? Yes? Sur le micro? Attends, ça arrive. Durant l'année écoulée, on a vu beaucoup de consolidation des investissements subsidiaires ou associés existants, type Luxe, 25 Traxon. Il y a eu le gros investissement au final de la recapitalisation de Blue Knife. Il y a beaucoup, entre autres, Luxe a été quelque chose d'assez chiant pour le marché, je pense. On a fait quand même, comme ça dit, BL sur Luxe. Dans l'année en cours, donc 2018-2019, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres activités comme ça? Depuis dans la vie aller assez libre, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de places pour Gear Up dessus. Il y a encore des compagnies du groupe
où IBL n'est pas, on va dire, controlling shareholder. Est-ce qu'il y a des réflexions et pourquoi ça, durant l'année écoulée, il y a eu autant d'investissements du type et pas des business from scratch? Qu'est-ce qui explique un petit peu de ta stratégie à ce niveau-là, au niveau M&A essentiellement? Il y a effectivement deux questions. Je viens de voir mon patron du M&A qui est devenu tout blanc. Parce qu'il vient de me passer un message en me disant fais attention à ce que tu vas dire. Donc, évidemment que le groupe est en mutation. Ça c'est clair. Maintenant, de pouvoir vous répondre serait une faute professionnelle de ma part, puisqu'on rentre là dans du délit d'initié de haute voltige. Parce qu'évidemment qu'on travaille sur plein d'opportunités, qu'on regarde comment consolider des positions, comment racheter d'autres business, etc., etc. Donc je dirais que l'histoire qui est en train de s'écrire d'IBL se fait pas simplement sur la croissance organique, mais également sur beaucoup d'un gros travail de la division M&A. J'ai dit ça, j'ai rien dit, mais je ne peux honnêtement pas dire plus que ça. Le move sur Lux, ça m'intéressait de savoir pourquoi est-ce que le marché a vu ça comme un petit peu bizarrement. Ça m'intéresserait de comprendre. Je ne sais pas si tu peux peut-être partager. Parce qu'à 40%, juste avant, on savait quand même que c'était arrivé 10%. Il y a un autre actionnaire qui avait un gros bloc d'actions aussi. Ça a été un petit peu surprenant de voir. C'est vrai que c'est peut-être pas un co-investment pour la NCB, et pour les deux véhicules de la NCB au final, mais le move de rentrer au prix sur lequel elles étaient rentrées, sachant qu'elles étaient évaluées à moins dans la fusion GML-IBL, ça a été assez surprenant, surtout le prix. Le move en lui-même peut-être pas, mais le prix sur lequel ça a été exécuté était bien au-dessus du prix historique, on va dire, dans le luxe en l'état actuel. Donc c'était ça qui était surprenant. Et après la suite, obviously le mandatory offer, enfin le voluntary offer, ça va de soi, mais le premier move était assez, on va dire, étonnant. Non, je crois que sur Lux, ça démontre la vision et la foi d'IBL dans ce cluster. C'est un cluster qui a un potentiel de développement international qui est important. Ce sont des équipes qui sont extrêmement novatrices dans leur approche. Et donc, quand l'opportunité de ces 10% est arrivée, forcément, le vendeur, voyant qu'il y avait un potentiel de swing en termes de contrôle, etc. pour nous, a attaché une prime relativement importante, puisque à l'époque où j'ai commencé à discuter avec la NCB, c'était d'à peu près 26% de prime, et mon conseil d'administration a failli me fire ce jour-là. Donc comment est-ce qu'on peut acheter quelque chose à 26% de prime? Entre le moment où on a commencé à discuter et on a fait la transaction, il n'y avait plus de prime. Et aujourd'hui, donc à peu près 6 mois après, on a acheté à 71,50, le cours est plutôt entre 73,50 disons. Pas 400 grands paquets pour 2 roupies pour l'instant, mais tout ça pour démontrer que le prix, forcément le prix est important, mais c'est pas le prix qu'on regarde, c'est la stratégie. Et de contrôler 56,47% de Lux, ça permet aujourd'hui ou demain de contrôler à peu près 50,1% de Lux Hospitality, et de se retrouver en contrôle du driving engine de la stratégie hôtelière du groupe. Donc voilà ce qui sous-tend ces consolidations qu'on peut faire. Quand on rentre dans Blue Life et qu'on met un certain nombre de millions pour recapitaliser la boîte et offrir aux minoritaires une sortie, c'est qu'on voit le potentiel de développement foncier derrière. Voilà, donc allons dire que la roadmap
encore une fois, du groupe est assez clair. Il y a plein de dossiers sur lesquels on travaille et qui seront annoncés au marché au moment où on pourra l'annoncer. Aujourd'hui, ce n'est pas le forum. Et il y a même des dossiers que mon board n'est même pas au courant, à part Hubert Leclésio et quelques collègues. Et moi, je veux dire, il y a des dossiers sur lesquels on travaille. Mais le groupe va continuer à se construire sur la consolidation, sur les acquisitions, sur les cessions également pour lever du cash. Et ça fait partie en tout cas de ce DNA qu'on a et qui, dans la phrase, la concluding remark, on parlait d'entrepreneurship. On parlait d'entrepreneurship ici. Je crois que ça fait partie de l'ADN d'IBL. Et en tout cas, les actionnaires qui sont avec nous et qui souhaitent continuer à nous suivre, on s'assurera autant que possible qu'ils participent dans ce développement et upside potentiel qu'on va créer.